Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit en vous demandant pourquoi la personne en qui vous aviez le plus confiance vous a trahi de la manière la plus cruelle? Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde s'écroulait en un instant lorsque la vérité a éclaté et que vous avez réalisé que vous viviez dans le mensonge depuis des années? Notre histoire d'aujourd'hui ne traite pas seulement d'un mariage brisé, mais de la douleur, de l'éveil et du voyage vers la renaissance d'une femme poussée dans ses retranchements. C'est une histoire pour tous ceux qui ont été blessés, qui ont pleuré en silence et qui ont pensé qu'ils ne pourraient jamais se relever. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, et si vous vous voyez reflété dans ces cicatrices, n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à partager ensemble des histoires de guérison et d'éveil. Il y a 10 minutes, exactement 10 minutes, j'ai cessé légalement d'être la femme de Marco González. L'encre sur nos papiers de divorce avait à peine séché. Le juge avait frappé son petit maillet sur la table, déclarant la fin de notre mariage de 7 ans. Je n'ai pas pleuré. C'était étrange. Ma poitrine ne ressentait pas la douleur ou la piqûre que j'attendais, elle était vide et froide, comme la climatisation dans ce palais de justice. J'ai jeté un coup d'œil de côté à l'homme assis à côté de moi, l'homme que j'appelais autrefois mon mari, l'homme pour qui j'ai consacré 7 ans de ma jeunesse à aimer et à servir. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur la coûteuse montre suisse qui ornait son poignet. Ses doigts tapotaient doucement sur la table avec un air d'impatience, comme si pour lui, 7 ans de vie commune n'était qu'une formalité ennuyeuse qu'il devait terminer le plus vite possible. Enfin, il s'est tourné vers moi. Il y avait toujours un sourire sur ses lèvres, mais ses yeux avaient une lueur calculatrice que mon aveuglement amoureux n'avait jamais remarquée auparavant. D'accord, c'est tout, Isabella. Donne-moi la carte. Je vais payer la facture d'hôpital de Catalina et ensuite nous pourrons nous séparer en paix. Ces mots étaient comme un poignard acéré qui portait le coup final à mon cœur déjà cicatrisé. Payer la facture d'hôpital de ta maîtresse? Il n'essayait même pas de le cacher. Il considérait mon sacrifice et ma tolérance comme un droit acquis. D'accord, ai-je répondu d'une voix étonnamment calme. Je me suis levé et j'ai ajusté mes vêtements sans le regarder à nouveau. Félicitations. Tu seras bientôt père. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher. Je l'ai clairement entendu m'appeler par derrière, et, la carte? Donne-la-moi d'abord. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher, sortant par la lourde porte en bois du palais de justice. Il y a 7 ans, dans ce même lieu, nous nous tenions joyeusement par la main pour enregistrer notre mariage. 7 ans plus tard, dans ce même lieu, je suis parti seul, mais avec un étrange sentiment de légèreté. 7 ans, une période pas trop longue, mais suffisante pour qu'une femme comme moi investisse tout son cœur et tout son talent dans la construction d'un empire pour l'homme qu'elle aimait. Je suis Isabella Reyes, diplômée cum laude en finance avec 2 diplômes internationaux. J'ai renoncé à l'opportunité de travailler dans le cœur financier de Madrid juste pour une promesse de cadre. Reste à mes côtés, Isabella, disait-il. Nous bâtirons notre propre succès ensemble. Et je l'ai cru. J'ai utilisé toutes mes connaissances et mon génie sur le marché boursier et dans des investissements risqués, mais je ne me suis jamais mise en avant. Je suis restée dans l'ombre comme une bonne épouse, une conseillère silencieuse. Chaque analyse, chaque décision d'investissement, chaque plan d'affaires venait de moi. Et Marco? Tout ce dont il avait besoin était de porter des costumes élégants, d'assister à des réceptions somptueuses et de prononcer les paroles éloquentes que je lui préparais. Il est devenu un jeune entrepreneur prospère, un modèle aux yeux de tous. Et j'étais heureuse de mon rôle, heureuse de le voir briller. C'est moi qui lui ai donné la carte Black illimitée, directement reliée à l'immense fortune que j'avais silencieusement créée. Je lui avais dit, utilise-la pour le travail, pour tes parents. Ne laisse personne mépriser notre famille. Et il l'a utilisée. Il l'a utilisée pour acheter des voitures de luxe, des vêtements de marque et des cadeaux coûteux pour ses parents. Il l'a utilisée pour afficher son statut devant ses amis. Et il s'est avéré qu'il l'utilisait aussi pour entretenir une autre femme, pour construire un autre foyer dans mon dos. Je suis descendu les marches du palais de justice. Le soleil éblouissant de Madrid me faisait plisser les yeux. La faiblesse et la douleur des derniers jours semblaient être restées derrière la porte de la salle. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air chaud et dense de la ville. Il était temps de mettre fin à cette farce. J'ai calmement sorti mon téléphone de mon sac. L'écran s'est allumé. Sans hésitation, j'ai ouvert l'application bancaire. Mes doigts bougeaient rapidement sur l'écran, familiers avec chaque icône,
avec chaque chiffre. Je suis entré dans la section de gestion des cartes. J'ai trouvé l'image de la puissante carte noire. En dessous, une ligne de texte clair en rouge bloquait la carte de façon permanente. J'avais fixé ces mots pendant de nombreuses nuits sans sommeil doutant, me mentant à moi-même, me disant que peut-être les choses n'étaient pas comme je le pensais. Mais les mots de Marco 10 minutes plus tôt avaient brisé mes dernières illusions. J'ai fermé les yeux. L'image de Marco et de sa maîtresse, Catalina Santos, s'enlaçant, m'est revenue à l'esprit. L'image de ma belle-mère, Donia Elena, qui disait toujours qu'elle m'aimait comme une fille, caressant tendrement le ventre de cette femme avec des yeux brillants de bonheur. Ils formaient une famille. Je n'étais qu'une étrangère, un distributeur automatique sans sentiment. J'ai ouvert les yeux. Mon regard est devenu d'acier. Mon doigt a appuyé fermement sur le texte rouge. Une notification est apparue, êtes-vous sûr de vouloir bloquer définitivement cette carte? Toutes les transactions seront rejetées immédiatement. Sans hésiter, j'ai appuyé sur confirmer. Un léger bip a retenti sur le téléphone. C'était fait. Le dernier lien, le lien de l'argent, s'était rompu. À partir de ce moment, Marco González ne pourrait plus dépenser un centime de ma fortune, mais ce n'était pas suffisant. J'ai quitté l'application bancaire et en ai ouvert une autre, l'application de réservation de vol. J'ai sélectionné la destination, Zurich, Suisse. Le prochain vol, première classe, aller simple. Je m'étais promise qu'après avoir aidé Marco à stabiliser sa carrière, il me récompenserait par un voyage en Suisse pour voir les Alpes dont j'avais toujours rêvé. Aujourd'hui, je réalisais cette promesse, non pas comme une touriste en vacances, mais comme quelqu'un cherchant la liberté. Les informations de vol, le passeport, tout avait été préparé des jours à l'avance. Je n'avais plus qu'à appuyer sur payer. Un nouveau départ, une nouvelle vie m'attendait de l'autre côté du continent. Pendant ce temps, à environ 20 km du palais de justice, l'atmosphère dans la salle d'attente VIP de la clinique internationale de Madrid était complètement opposée. Là se trouvait Marco González, le visage rayonnant de bonheur. Il ne s'inquiétait pas de ne pas pouvoir me contacter. Probablement, dans son esprit, j'étais un chapitre clos, une dette payée. Maintenant, il accueillait un chapitre nouveau et plus brillant. À côté de lui, Catalina s'appuyait sur son épaule, la main sur son ventre arrondi. Son beau visage était un peu pâle de fatigue, mais elle ne pouvait cacher sa joie et sa fierté. La mère de Marco, Donia Elena, était là aussi. Elle faisait les 100 pas, incapable de contenir son sourire, tenant son téléphone et parlant fort à ses proches au village. On y est presque, ma sœur. Le médecin dit que ce soir pourrait naître mon premier petit enfant, un garçon, tu sais? Très beau, tout comme son père. Elle regardait son fils et sa future belle-fille avec un regard de profonde fierté. Son plan avait été un succès retentissant. Son fils aurait bientôt un héritier et serait débarrassé de cette belle-fille qui, bien que riche, était stérile. Et surtout, elle était convaincue qu'en raison de sa gentillesse au cours des dernières années et de ma conscience après le divorce, je n'hésiterais pas à donner à Marco la moitié de la fortune. À ce moment-là, sa famille s'élèverait socialement. Oh, ça fait mal, chérie, gémit soudain Catalina en grimaçant. Marco sursauta et se leva immédiatement, le visage plein d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sur le point d'accoucher. Une infirmière s'approcha rapidement. Ce sont des signes de travail. Ils doivent effectuer le paiement et verser le dépôt dès que possible. Bien sûr, bien sûr. C'est combien? Dites-le-moi, répondit Marco, plein de confiance. Il pensa à la carte noire dans son portefeuille et se sentit comme un roi. Il se tourna pour rassurer Catalina. Ne t'inquiète pas, vas-y. Je m'occupe de tout. Le meilleur forfait maternité, la suite présidentielle. Tu n'auras à te soucier de rien. Puis, accompagné de Donia Elena, il se rendit à la caisse, imaginant comment tout le monde l'admirerait. Mais il ne s'attendait pas à ce que le spectacle brillant que lui et sa famille avaient mis en scène soit sur le point de se terminer de la manière la plus misérable. Comment réagirait-il en découvrant que sa puissante carte s'était transformée en un simple morceau de plastique inutile? Et que dirait le médecin qui le pousserait dans l'abîme de la réalité? Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe ensuite, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain chapitre passionnant. Le comptoir de la caisse de la clinique internationale de Madrid était encore brillamment éclairé au milieu de la nuit.
La lumière blanche et froide éclairait le visage de Marco Gonzalez, qui débordait de fierté. Il sortit nonchalamment son portefeuille de marque, un cadeau d'anniversaire de ma part, et en sortit la carte noire brillante. Il ne la remit pas immédiatement à l'employé, au lieu de cela, il la fit délibérément tournoyer entre ses mains, suffisamment pour que Doña Elena et les personnes aux alentours la voient. C'était le symbole du pouvoir, de la richesse et du statut qu'il avait toujours désiré. Il s'éclaircit la gorge, adoptant l'air d'un homme qui a réussi et qui contrôle tout. Le meilleur forfait pour ma femme, mademoiselle. La suite présidentielle. Service de soins spéciaux, tout ce qu'il y a de mieux. L'argent n'est pas un problème. Sa voix résonnait avec arrogance, comme s'il accordait une faveur. Doña Elena, debout à ses côtés, rayonnait avec un immense sourire sur le visage. Son fils était si capable, si bon. Bientôt, son ancienne belle-fille partirait avec une petite misère, tandis que son fils aurait un héritier et contrôlerait une vaste fortune. Comme sa vie allait être merveilleuse. Il tendit la carte à l'employé avec un sourire narquois. La jeune femme la prit avec une pointe d'admiration dans les yeux. Puis elle la scanna rapidement. Un bip aigu retentit. Elle fronça les sourcils et réessaya. Le même son accompagné d'un message en rouge sur l'écran. « Monsieur, dit la jeune femme, la voix remplie de doute, votre carte ne fonctionne pas. » Le sourire sur les lèvres de Marco se figea. La fierté sur son visage fut instantanément remplacée par de l'irritation. « Qu'est-ce que vous racontez ? Vérifiez votre machine. »« Il est impossible que cette carte ne fonctionne pas, » s'écria-t-il, se sentant quelque peu humilié devant sa mère. « J'ai déjà essayé 2 fois, monsieur, dit l'employé, l'air perplexe. Peut-être devriez-vous appeler votre banque. » N'importe quoi, grommela Marco. Mais il sortit quand même son téléphone dernier cri. Il ne voulait pas faire d'esclandre ici. Il composa le numéro de la ligne d'assistance VIP de la banque, le numéro dont il se vantait toujours auprès de ses amis. L'appel fut pris instantanément. Ligne VIP. « Comment pouvons-nous vous aider, monsieur Gonzalez ?» demanda la douce voix de l'agent. « Vérifiez ma carte tout de suite, ordonna Marco, la voix pleine d'autorité. Je suis à l'hôpital et la carte donne une erreur. » La ligne fut silencieuse pendant quelques secondes. Le son d'un clavier se fit entendre. Puis l'agent reprit la parole. Sa voix n'était plus douce, mais froide et professionnelle. « Monsieur, selon le système, votre carte a été bloquée de façon permanente par la titulaire principale, Madame Isabela Reyes, à environ 11h25 ce matin. » Ces mots le frappèrent comme un coup de foudre. Marco se figea. Bloquée de façon permanente. Isabela, pourquoi ferait-elle cela? Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Répétez ça, bloquée de façon permanente. Oui, monsieur. La carte est complètement inactive et ne peut pas être réactivée. L'agent raccrocha brusquement. Des perles de sueur se formèrent sur son front. Ses mains tremblaient alors qu'il composait mon numéro. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Le manque d'émotion de l'opératrice sonnait comme une insulte. Il appela encore et encore, mais la réponse était toujours la même. Panique. Pure panique. Doña Elena vit le changement sur le visage de son fils et demanda anxieusement, « Qu'est-ce qui s'est passé? Que dit la banque ?» Marco bégaya, la voix tremblante, « Non, je n'arrive pas à la joindre. La carte a été bloquée. » La carte est bloquée, cria Doña Elena, oubliant son image publique. Pourquoi bloquée? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ou peut-être qu'elle a découvert pour Catalina et qu'elle se venge maintenant. Je ne sais pas, cria Marco, sa panique se transformant en colère. Ce matin au tribunal, elle allait bien. Elle m'a même félicité. Normal. Mais est-ce qu'elle t'a fait ça? Doña Elena commença sa litanie habituelle. Je te l'ai dit, les femmes qui ont de l'argent ne sont pas simples, tu vois? Elle attendait juste l'occasion de renverser la situation. Et maintenant quoi? Où allons-nous trouver l'argent pour l'hôpital? Où penses-tu que mon petit-fils va naître? Dans un coin. N'importe où. Leur dispute commença à attirer l'attention de leur entourage. La caissière les regardait avec pitié. Monsieur, madame, si vous ne pouvez pas payer avec cette carte, pourriez-vous en utiliser une autre ou payer en espèces? Nous devons nous occuper de la patiente.
Dans une situation désespérée, le visage de Marco brûlait de honte et de colère. Il se tourna vers sa mère et chuchota, « Maman, est-ce que tu as de l'argent ?» Les yeux de Doña Elena s'écarquillèrent de choc. « Mon argent n'est pas suffisant pour payer cet hôpital. Tu penses que c'est un marché ? Je n'ai que quelques milliers sur ma carte. » Finalement, après s'être disputé, Doña Elena fut forcée d'utiliser sa carte d'épargne pour payer un petit dépôt. Le rêve d'une suite présidentielle et de soins spéciaux s'évanouit. Ils durent s'enregistrer dans une salle d'accouchement commune partagée avec d'autres patientes. La première gifle était arrivée pas physiquement douloureuse, mais profondément humiliante. Pendant que cela se passait, à des milliers de kilomètres de cette confusion et de cet embarras, j'étais assise dans la cabine de première classe d'un Airbus A380. L'atmosphère était paisible, le siège en cuir était confortable et pouvait être converti en lit plat. Une hôtesse de l'air venait de me servir une coupe de champagne de haute qualité. Les minuscules bulles scintillaient sous la douce lumière jaune. J'ai fait tourner doucement le verre tout en regardant par la fenêtre. En bas, les nuages blancs étaient comme une vaste couverture de coton, recouvrant la ville bruyante et toute la douleur que j'avais laissée derrière moi. Je n'étais pas joyeuse, mon cœur était calme, comme un lac en automne. Bloquer la carte n'était que la première étape, une étape nécessaire pour couper le dernier lien. Cela ne m'apportait pas de la joie, mais une clarté froide. Je n'étais plus Lisa d'hier. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs des 7 dernières années sont revenus comme un film au ralenti. Je me suis souvenu d'une nuit lors d'une réunion de famille. Nous n'étions mariés que depuis 1 an. Doña Elena a délibérément mentionné Catalina devant moi. « Ah, Catalina, elle est si douce. Elle n'a peut-être pas beaucoup d'éducation, mais elle sait comment traiter les gens. Chaque mot qu'elle prononce est un délice. » Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire moqueur, pas comme certaines personnes de nos jours, qui ne connaissent que les livres et sont si directes quand elles parlent. À ce moment-là, Marco a juste souri silencieusement alors que je ressentais un léger pincement au cœur. Je pensais que ma belle-mère était peut-être juste une personne franche. Je me suis souvenu de la nuit où j'ai passé 3 jours sans dormir pour terminer une analyse de marché pour un projet immobilier important. Cette analyse a aidé l'entreprise de Marco, une entreprise que j'avais financée et mise à son nom, à remporter un contrat de plusieurs centaines de millions. Lors de la fête de célébration, devant les partenaires commerciaux, Marco a levé son verre et a fièrement proclamé que ce succès était dû à ses nombreuses nuits blanches à étudier. Il n'a pas mentionné mon nom une seule fois, même si j'étais là, souriante et le félicitant. J'ai ressenti un autre pincement au cœur, mais je me suis dit, son succès est mon succès. Et je me suis souvenu du jour fatidique d'il y a 3 mois, le jour où mes soupçons ont commencé à être étayés. Marco a dit qu'il avait un voyage d'affaires à Ibiza, mais j'ai accidentellement vu un relevé de carte de crédit avec une transaction dans une bijouterie haut de gamme à Madrid. Je l'ai appelé, prétendant lui demander comment il allait. Il m'a joyeusement dit qu'il était en réunion à Ibiza et que le signal était mauvais. Ce mensonge flagrant m'a réveillé. J'ai commencé à enquêter de mon côté. J'ai engagé quelqu'un pour le suivre, et la vérité qui a été révélée était plus cruelle que je ne l'avais jamais imaginé. Catalina, l'hôpital, le bébé qui grandissait dans son ventre. Il s'est avéré que je n'étais pas la reine de mon propre château, mais juste une marionnette dans sa pièce de théâtre. J'ai ouvert les yeux et pris une gorgée de champagne. Une légère amertume s'est attardée sur ma langue. Bloquer la carte n'était que le début. Mon spectacle venait de commencer. Marco González, ta famille et toi vous êtes habitués à vivre de mon argent, à une fausse opulence. Maintenant, lentement, je vais tout récupérer pour que vous puissiez faire face à votre véritable identité. Une vérité nue, sans argent, sans gloire. Je veux voir ce qu'il restera de cet amour que vous avez toujours proclamé quand vous n'aurez plus rien. Le doux ronronnement des moteurs de l'avion était comme une berceuse. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Ce vol ne m'emmenait pas seulement vers une nouvelle terre, il me ramenait à moi-même. Revenons à l'atmosphère étouffante de l'hôpital. Après avoir payé le dépôt avec ses propres économies, Doña Elena s'assit sur une chaise dans la salle d'attente, le visage cendré. Son excitation initiale avait complètement disparu, remplacée par la colère et l'inquiétude. Marco était appuyé contre un mur dans un coin sombre, le visage toujours vide. Il ne comprenait pas pourquoi Isabella avait agi de manière aussi cruelle et soudaine. Elle avait toujours été si gentille, si tolérante. Se pourrait-il qu'elle sache déjà tout ? Cette pensée le fit trembler,
mais il l'écarta immédiatement. Impossible. Il avait tout caché très soigneusement. C'était probablement juste un simple accès de jalousie. Il reprit son téléphone et commença à m'envoyer des messages de colère. « Isabella, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte de la pagaille que tu provoques? Allume ton téléphone et appelle-moi tout de suite. » Mais tout ce qu'il reçut fut le silence. Chaque message envoyé était comme jeter une pierre dans un lac immobile. Les fondations du monde luxueux auquel il s'était habitué commençaient à trembler. Il sentait une tempête imminente, mais il ne savait pas d'où elle viendrait ni à quel point elle serait dévastatrice. Tout ce qu'il savait, c'était que la femme qu'il avait toujours méprisée était devenue un mystère terrifiant. Le voyant rouge au-dessus de la porte de la salle d'opération brillait comme un œil géant, observant la confusion et l'anxiété sur les visages de Marco et Doña Elena. Le bruit rapide des roues du brancard, les cris des médecins et des infirmières, la forte odeur de désinfectant, tout se mélangeait pour créer une tension suffocante. Marco signa le formulaire de consentement pour l'opération d'une main tremblante. Son écriture était un désastre. Il avait perdu sa confiance et son aisance habituelle. Doña Elena, de son côté, priait bien qu'on ne sache pas si c'était pour la sécurité de Catalina et du bébé ou pour la survie de son statut. Le temps passait lentement. Chaque seconde ressemblait à un siècle. Marco faisait les 100 pas devant la salle d'opération, le cœur battant la chamade. Il s'inquiétait pour son enfant à naître, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Où pouvait bien être cette femme? Pourquoi avait-elle agi avec une telle cruauté? Il est possible qu'elle sache déjà tout. Impossible. Il se calma. Sa performance avait été parfaite, sans faille. C'était probablement juste un accès de jalousie aveugle. Après tout, il irait la chercher pour négocier. Oui, une fois son fils né, il aurait un atout dans sa manche. Il aurait une raison de réclamer une part de la fortune. À ce moment-là, elle s'agenouillerait et le supplierait. Cette pensée lui redonna un peu de confiance. Il s'assit à côté de sa mère et dit, « Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mon fils naîtra en bonne santé, j'en suis sûr. » Plus d'une heure plus tard, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Un médecin au visage aimable mais fatigué sortit. L'opération a été un succès. La mère et le bébé sont en sécurité. Marco et Doña Elena poussèrent un soupir de soulagement et s'approchèrent rapidement. « Est-ce un garçon, docteur ?» demanda immédiatement Doña Elena, la voix pleine d'impatience. « Oui, un garçon en bonne santé, pesant 3 kg, dit le médecin, bien que son sourire semble un peu forcé. Vous pouvez rendre visite à la famille maintenant, la mère et le bébé. » Ils mirent rapidement des blouses et des masques et entrèrent dans la salle de réveil. Catalina était pâle dans son lit, mais ses yeux brillaient quand elle vit Marco. « Chérie, notre fils. Notre fils. » Marco lui prit la main, la voix un peu émue. Pour la première fois de sa vie, il ressentait la responsabilité d'être père. Une infirmière apporta le bébé enveloppé dans une couverture bleue. « Félicitations. » Doña Elena prit rapidement son petit-fils, un immense sourire aux lèvres. « Oh, mon petit-fils. Dieu merci, comme il est beau. Regarde, Marco, son nez est aussi pointu que le tien, et sa bouche est exactement comme la tienne. Il est ton portrait craché. » Elle ne pouvait s'empêcher de le louer. Son bonheur débordait. Marco s'approcha aussi pour voir son fils. Un sentiment de fierté l'envahit. C'était son fils, la continuation de sa lignée, la preuve de son succès. Il avait tout, une ex-femme riche sur le point d'être écartée, une belle maîtresse, et maintenant un beau-fils, que pouvait-il demander de plus? Mais la joie fut de courte durée. Alors qu'ils savouraient leur bonheur, le médecin de tout à l'heure entra, suivi d'autres infirmières. Il fit signe à tout le monde de se taire. Puis il regarda directement Marco. Son visage ne portait plus de sourire de félicitations, mais une gravité étrange. « Monsieur Gonzalez, je dois vous parler en privé. » Sa voix profonde et monotone rendit l'atmosphère pesante. Doña Elena sentit que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Y a-t-il un problème avec mon petit-fils? » « Calmez-vous, madame, dit le médecin, les yeux toujours fixés sur Marco. « Pourriez-vous sortir dans le couloir un instant? » Marco hésita, mais finit par hocher la tête. Il tendit le bébé à sa mère et suivit le médecin.
La porte fut laissée entr'ouverte, juste assez pour que Doña Elena et Catalina entendent la conversation. Monsieur, dit prudemment le médecin, pendant que nous effectuions les tests préliminaires sur le bébé, nous avons remarqué une anomalie dans son groupe sanguin. Marco devint nerveux. Anomalie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bébé est du groupe sanguin O négatif. C'est un groupe sanguin rare, mais ce n'est pas le problème. Le problème est que, selon les dossiers médicaux, vous êtes A positif, et la mère du bébé, Mademoiselle Santos, est également A positive. Marco ne comprenait pas. Alors quel est le problème avec ça? Il est normal que les parents et les enfants n'aient pas le même groupe sanguin, n'est-ce pas? Dit-il, essayant de paraître bien informé. Le médecin secoua la tête et expliqua patiemment. Pas exactement, monsieur. Selon les lois fondamentales de la génétique, si les deux parents sont de type A, leur enfant ne peut être que de type A ou de type O. Cependant, dans ce cas, vous êtes tous deux A positifs, mais l'enfant est O négatif. D'un point de vue médical et génétique, c'est impossible. En bref, vous ne pouvez pas avoir un enfant de type O si les deux parents sont de type A. Le médecin fit une pause, regarda directement dans les yeux de Marco, qui commençait à s'écarquiller de terreur, et prononça la conclusion finale, une phrase qui sonnait comme une condamnation à mort, « Monsieur, sur la base de ces résultats. Nous avons des raisons de croire que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. » Le couloir entier de l'hôpital sembla devenir silencieux. Marco restait là, le monde tournant autour de lui. Il entendait chaque mot que le médecin disait, mais son esprit ne pouvait pas le traiter. Il n'était pas le père biologique. Impossible. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. À l'intérieur de la pièce, Doña Elena avait tout entendu aussi. Elle fixait, bouche bée, yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se tourna pour regarder Catalina, qui était allongée dans le lit, puis le bébé dans ses bras. Un vertige soudain l'envahit. Doña Elena poussa un grand cri et s'évanouit, s'effondrant sur le sol. Le bébé dans ses bras tomba également mais fut rapidement rattrapé par une infirmière à proximité. Le chaos éclata à l'hôpital. Les appels des infirmières aux médecins, les cris de Catalina, les murmures de Marco se répétant comme un fou, non, impossible, tout devint un fouillis dans un son chaotique et tragique. Le paradis qu'il pensait avoir atteint s'était transformé en enfer en un clin d'œil. Pendant que l'hôpital était plongé dans le chaos, j'étais encore dans les airs, volant vers l'aube d'une nouvelle vie. Je ne savais pas que le karma les avait rattrapés plus vite que je ne l'espérais. La vérité est parfois la vengeance la plus cruelle. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Comment Marco fera-t-il face à cette dure réalité? Et que deviendront Catalina et le bébé? Si vous avez hâte de savoir ce qui se passe ensuite, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Vos opinions sont notre plus grande motivation pour continuer à raconter d'autres histoires fascinantes. Le vol de 14 heures était enfin terminé. Quand l'avion a atterri à l'aéroport de Zurich, j'ai senti une nouvelle vitalité remplir ma poitrine. Le ciel en Suisse était incroyablement clair. L'air était frais et pur, bien loin de la chaleur étouffante de Madrid que j'avais laissée derrière moi. En traînant ma petite valise, j'ai marché à travers la foule, mais mon cœur était en paix. Plus d'appels demandant de l'argent, plus de regards critiques, plus de mensonges. Ici, j'étais simplement Isabella, une femme ordinaire qui repartait à zéro. Au moment où j'ai quitté la zone des arrivées, j'ai vu une silhouette familière me faire signe. C'était Andrea Cruz, ma seule et unique meilleure amie depuis l'université. Elle vivait en Suisse depuis presque 10 ans et était maintenant une architecte de renom. Andrea a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. L'étreinte était si forte et si chaleureuse qu'elle semblait combler tout le froid que j'avais enduré. « Tu es enfin là. Tu m'as beaucoup inquiété, » a dit Andrea, sa voix tremblant légèrement. « Comment vas-tu? Est-ce que ça va? » J'ai souri, un sourire sincère après tant de jours à faire semblant. Andrea m'a regardé de haut en bas et a hoché la tête. La voiture d'Andrea glissait rapidement sur les routes larges et propres. De chaque côté, les paysages ordonnés et verdoyants ressemblaient à une magnifique peinture. L'appartement d'Andrea se trouvait dans un complexe de luxe surplombant le lac de Zurich. Depuis le balcon, on pouvait voir tout le panorama du lac et les Alpes au loin. C'était la vue que je rêvais de voir depuis si longtemps. « Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est beau? » a demandé Andrea, debout à côté de moi, les bras croisés. « Plus beau que je ne l'imaginais, ai-je répondu,
prenant une profonde inspiration de l'air frais de la montagne. Merci, Andrea. Merci d'avoir toujours été là pour moi. On se remercie encore, a dit Andrea, me donnant une petite poussée ludique. J'ai oublié que si tu ne m'avais pas laissé copier aux examens, j'aurais échoué il y a longtemps. Nous avons ri toutes les deux. Le rire était clair et joyeux, comme s'il emportait tous nos soucis. Ce soir-là, Andrea a vraiment préparé un festin avec tous mes plats préférés. Nous nous sommes assises sur le balcon pour manger, boire du vin et discuter. Je lui ai tout raconté, du blocage de la carte lors du divorce à ce qui s'était passé à l'hôpital et des nouvelles que mon personnel m'avait transmises. Andrea a simplement secoué la tête après avoir tout entendu. On récolte vraiment ce que l'on sème. Ils sont trop avides et stupides. Mais Isabella. Andrea m'a regardé sérieusement. Quels sont tes projets maintenant? Vas-tu rester ici pour te reposer un moment? J'ai hoché la tête. Pour l'instant, oui. J'ai besoin de temps pour organiser mes pensées et mes projets pour l'avenir. Et pour eux, a demandé Andrea. Marco et sa famille ne resteront certainement pas les bras croisés, surtout quand ils découvriront que tu n'es pas ruiné. Je sais, ai-je dit, prenant une gorgée de vin. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils poursuivent n'est que la pointe de l'iceberg. Andrea a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri à un sourire mystérieux. C'était mon plus grand secret, un secret que même Marco, qui avait partagé mon lit pendant des années, ne connaissait pas. Parce que tu l'aimais, devina Andrea. Ce n'est qu'une partie de la raison, dis-je en secouant la tête. La raison principale est qu'il ne voulait pas que quiconque remarque ce qu'il faisait réellement. Je commençais à raconter à Andrea. En réalité, la société immobilière que Marco gérait n'était qu'une façade, un pion sur mon échiquier. Ma principale source de revenus, la vaste fortune de 15 millions d'euros que j'avais accumulée, ne provenait pas de ces contrats de construction. Elle provenait d'investissements financiers internationaux que je réalisais discrètement depuis des années. J'avais ma propre équipe, un réseau des meilleurs experts financiers au monde que j'avais constitué depuis mes années d'étudiante. Nous opérions de manière totalement indépendante et secrète. Toutes les transactions étaient effectuées via des fonds d'investissement en Suisse et à Singapour. Marco, avec ses connaissances financières superficielles, n'a jamais compris ce que je faisais. Il ne voyait que les chiffres de profit que j'injectais dans son entreprise et supposait que c'était le fruit de ses propres efforts. Andrea était sans voix. Mon Dieu, Isabella, tu es un loup déguisé en brebis. Pendant 7 ans, j'ai pensé que tu n'étais qu'une épouse dévouée derrière son mari. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais une magnate de la finance de l'ombre. Je n'avais pas d'autre choix, dis-je avec un soupir. Dès le début, j'ai senti l'avidité de la famille de Marco. Je savais que si je montrais mon véritable potentiel, ils ne me laisseraient jamais tranquille. J'ai créé cette couverture pour me protéger et protéger mes actifs. J'espérais qu'en les traitant bien, en leur apportant suffisamment de soutien, ils me laisseraient tranquille, mais je me suis trompé. Alors, quel est ton plan maintenant? Demanda Andrea. Ta vengeance ne s'arrêtera pas juste en bloquant une carte, n'est-ce pas? Bien sûr que non, répondis-je avec un regard tranchant. Mon ex-belle-mère prévoit de me diffamer, de faire de moi une personne sans cœur et ingrate. Eh bien, je vais vous montrer à quel point une brebis peut être terrifiante quand elle enlève sa peau de loup. J'ai exposé mon plan à Andrea. Je ne précipiterai rien, je les laisserai sombrer dans le désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. J'attendrai qu'ils soient au plus bas, dans leur moment de plus grand désespoir. Ce serait le bon moment pour porter mon coup final. Non seulement je récupérerai ce qui m'appartient, dis-je d'une voix froide, mais je leur ferai regretter chaque mensonge, chaque exploitation, chaque larme que j'ai dû avaler pendant 7 ans. Je leur ferai comprendre que mettre en colère une femme gentille a des conséquences terribles. Andrea me regarda et, dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais de l'admiration et un soutien total. En avant. Quand tu auras besoin de moi, je serai ton plus solide soutien. L'aube se levait lentement sur le lac Zich. Les premiers rayons de soleil frappaient le balcon, dissipant les ténèbres de la nuit. Je levai mon verre de vin vers les Alpes. Un toast à la Renaissance, chuchotai-je. En Espagne, une famille se noyait dans les ténèbres des mensonges et du désespoir. Ici, une nouvelle aube, une nouvelle vie s'ouvrait à moi. Tandis que je respirais l'air de la liberté en Suisse, à la clinique internationale de Madrid, un véritable enfer sur terre était vécu. La salle de maternité commune, bondée et étouffante,
avec 4 lits côte à côte, était rempli de l'odeur de désinfectant et d'autres odeurs désagréables. C'était une immense humiliation pour Donia Elena et Marco, habitués à une vie de luxe. Après s'être évanouie, Donia Elena fut emmenée aux urgences. Lorsqu'elle reprit connaissance, la première chose qu'elle fit ne fut pas de s'enquérir de l'état de Catalina ou du bébé, mais de hurler des insultes. « Maudit escroc, tu as trompé mon fils. Où as-tu trouvé ce fardeau pour l'amener dans notre famille ?» Elle pointa directement le visage de Catalina, qui gisait faiblement dans son lit, les larmes aux yeux. « Belle-mère, que dites-vous » murmura Catalina, la voix remplie d'angoisse. « Je n'ai rien fait de mal. Ce bébé n'est pas le fils de Marco, et tu oses encore discuter. » Donia Elena se jeta sur Catalina avec l'intention de lui arracher les cheveux, mais elle fut arrêtée par les infirmières et d'autres membres de la famille. Le médecin l'a dit clairement. Ton groupe sanguin et celui de Marco rendent impossible d'avoir un enfant comme celui-là. Dis-moi, avec quel homme as-tu couché? Qui est le père de cet enfant? Marco était appuyé contre le mur, le visage inexpressif, comme une statue. Le choc extrême avait complètement paralysé sa capacité de réflexion. Il ne pouvait plus distinguer ce qui était réel de ce qui était un rêve. Tout ce qu'il entendait, c'étaient les insultes de sa mère, les gémissements de Catalina et les cris du bébé. Tout se mélangeait dans un bruit chaotique qui agressait ses oreilles. Il se sentait autrefois immensément fier de ce fils. Il s'en était vanté auprès de ses amis. Il avait planifié un avenir brillant. Maintenant, tout s'était effondré. Le fils qu'il croyait être le sien était celui d'un autre. Il avait été trompé. Une humiliation publique massive. Cette humiliation était bien plus grande que le blocage de sa carte ou la perte de sa source de revenus. La discussion s'intensifia, attirant l'attention de toute la salle. Les médecins et les infirmières intervinrent à plusieurs reprises, demandant à la famille de se taire. Nous sommes dans un hôpital, pas dans un marché. Mais Donia Elena avait perdu toute raison. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous en savez? Ils ont trompé ma famille. Je dois régler ça. Catalina, après avoir pleuré, sembla reprendre des forces. Elle se redressa et regarda directement Donia Elena. Ses yeux n'étaient plus faibles, mais acérés. Qui traitez-vous d'escroc? Regardez votre fils. Mérite-t-il la loyauté de quiconque? Qu'est-ce qu'il est? Juste un parasite qui vit de l'argent de sa femme. Si ce n'était pas pour l'argent d'Isabella, qu'aurait-il pu me donner? Les mots de Catalina furent comme des poignards qui frappèrent l'ego blessé de Marco. Il se précipita vers l'avant, levant la main pour gifler Catalina. Tais-toi. Mais Catalina n'avait plus peur. Tu vas me frapper? Vas-y, frappe-moi pour que tout le monde voie qui tu es vraiment, un lâche inutile qui ne vit que de son ex-femme. La main de Marco s'arrêta en plein air. Il regarda autour de lui, remarquant les regards curieux et méprisants des gens. Il baissa la main, serrant les dents. Une guerre de regards s'ensuivit entre eux. Soudain, Catalina éclata de rire, un rire amer et provocateur. Pourquoi n'oses-tu pas, lâche? Marco González, écoute-moi attentivement. Et alors si tu n'es pas le père de cet enfant? Tu n'es pas le seul homme au monde. Penses-tu que j'ai besoin de toi? Quoi? Que as-tu dit, bégaya Marco. J'ai dit que je n'ai plus besoin de toi, dit Catalina d'une voix claire. J'en ai assez supporté de toi et de ta mère. Pensais-tu que je ne savais rien? Tu m'as promis la lune que tu divorcerais d'Isabella pour m'épouser, pour me donner un nom. Mais la vérité est que tu ne m'utilisais que pour avoir un enfant, pour t'en servir comme excuse pour réclamer la moitié de la fortune d'Isabella. Tu es une personne misérable. Tout le plan de Marco fut révélé par Catalina juste devant sa mère. Donia Elena était pétrifiée. Elle savait que son fils faisait ses calculs, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si vil et rusé. Elle regarda son fils, puis Catalina, l'esprit en plein chaos. « Comment? Comment as-tu su ?» demanda Marco en tremblant. « Tu crois que je suis stupide ?» se moqua Catalina. « Toutes ces fois où tu appelais secrètement tes amis, ces fois où tu étais ivre et disais n'importe quoi. J'ai tout entendu. Je connais ton plan depuis longtemps. J'ai seulement fait semblant de ne rien savoir pour voir jusqu'où irait ton jeu. » Puis elle prit le bébé et essaya de se lever. « D'accord, c'est fini entre nous. Nous ne nous devons rien.
Je m'occuperai de cet enfant, je n'ai pas besoin d'un père comme toi. Et toi, reste avec ta chère mère et tes rêves de richesse. Voyons comment tu survives quand ta source de revenus sera tarie. La porte de la chambre claqua, laissant Marco et Donia Elena stupéfaits. L'enfer sur terre n'est pas la pauvreté, l'enfer sur terre, c'est quand tous les mensonges sont exposés. Quand les masques tombèrent pour révéler les vérités laides et nues, Marco s'effondra au sol, se tenant la tête. Il avait tout perdu, femme, argent, fils et dignité. Donia Elena regarda son fils, puis la porte fermée. Elle n'avait plus la force de maudire. Une seule question se répétait dans son esprit, et maintenant? Elle ne savait pas que ce n'était que le début. Un secret encore plus terrifiant, un secret qu'elle gardait depuis des décennies, était sur le point d'être révélé par la même femme qui avait causé cette catastrophe. À ce moment-là, non seulement son fils mais sa famille entière serait ruinée. Le choc à l'hôpital dévasta complètement la famille de Marco. Donia Elena, après plusieurs évanouissements, fut forcée d'accepter une réalité cruelle, le petit-fils qu'elle attendait depuis longtemps n'était pas de son sang. Cette humiliation était plus douloureuse que la perte d'une grosse somme d'argent. Elle devint silencieuse, toujours assise dans un coin avec un regard perdu. Marco, de son côté, était comme un animal blessé, se tordant dans sa propre impuissance. Il n'osait plus aller à l'hôpital. Il avait peur d'affronter Catalina, peur de voir le bébé, et peur des regards méprisants des gens. Il s'enferma dans un appartement de location bon marché, buvant de l'alcool et proférant des insultes toute la journée. Il m'accusait d'être une femme sans cœur, Catalina d'être une menteuse, et même Dieu d'être injuste. On dit que dans les moments de désespoir, les gens peuvent faire les choses les plus folles. Et Catalina, après avoir été humiliée et abandonnée, n'avait plus rien à perdre. Elle n'était pas prête à souffrir seule. Si elle coulait, elle entraînerait toute cette famille hypocrite avec elle. Quelques jours plus tard, alors que Marco était ivre, il reçut un message texte de Catalina. Ce n'était ni une insulte ni un plaidoyer, mais une photo et un bref message, regarde ça. Ensuite, décide si tu veux continuer à être un lâche. C'était une copie d'un vieil acte de naissance. Le nom du père était masqué, mais le nom de la mère était Elena et celui du fils était Marco González. Ce qui surprit Marco fut que le groupe sanguin de la mère était indiqué comme O, alors qu'il se souvenait clairement que son dossier médical indiquait B. En tremblant, Marco appela Catalina. Elle lui dit froidement que sa mère mentait depuis des années. Son groupe sanguin était O, le même que celui du fils de Catalina. Puis elle prononça une phrase qui fut comme un coup sur la tête de Marco, « Tu n'es pas le fils biologique de Monsieur Ricardo ». Le téléphone tomba au sol. Marco resta assis, l'esprit vide. Cette vérité était encore plus cruelle. Toutes les trahisons précédentes avaient brisé les fondements de son identité. Il n'était pas un fils riche et respecté, il était juste le fruit d'une relation secrète. Dans sa folie, Marco sortit en courant, conduisit jusqu'à la maison de ses parents et frappa violemment à la porte. Lorsque Donia Elena ouvrit la porte, elle regarda son fils avec surprise. Marco lui montra silencieusement le téléphone brisé, où la photo de l'acte de naissance était encore visible. « Dis-moi, dit Marco, de qui suis-je le fils ?» En voyant la photo, Donia Elena pâlit, recula et commença à chercher des excuses, mais Marco ne la laissa pas s'échapper. « J'ai juste besoin d'une réponse. Je ne suis pas le fils de Monsieur Ricardo. » Finalement, Donia Elena s'effondra sur le sol, pleurant et avouant. Elle s'excusa, disant qu'elle n'avait pas eu l'intention de le cacher. La révélation de la vérité brisa complètement le monde de Marco González. Au milieu du hall luxueux, il ressentit une solitude accablante. Il nous détestait, Catalina et moi, mais il réalisait maintenant que la plus grande menteuse de toutes était sa propre mère. Et à ce moment-là, il comprit que tout ce qui arrivait était le karma. Le karma appelé vérité avait détruit sa famille. Monsieur Ricardo fit ses valises en silence. Il laissa un morceau de papier sur la table avec 2 mots écrits, papier de divorce. Et il partit. Malgré les cris et les supplications de Donia Elena, des décennies passées à construire l'image d'une bonne épouse et d'une bonne mère s'évanouirent. Marco, après le choc, devint silencieux, les yeux vides, complètement désorienté. Il détestait sa mère, mais il ne pouvait pas non plus l'abandonner à ce moment-là. Après quelques jours d'abattement, l'instinct de survie de Donia Elena s'éveilla. Elle savait que si elle n'agissait pas, elle perdrait tout.
La seule cible à laquelle elle pouvait se raccrocher, c'était moi. Elle commença un nouveau plan en utilisant son arme la plus familière, les larmes et la compassion. Elle appela parents et amis, racontant une histoire parfaitement ficelée. Elle rejeta la faute de toute la tragédie sur son ex-belle-fille, dissimulant la vérité sur la paternité de Marco et brossant le portrait d'une mère et d'un fils pitoyables et abandonnés. Donia Elena inventa l'histoire selon laquelle, puisque je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'étais aveuglé par la jalousie et avais délibérément inventé des histoires pour détruire le bonheur de son fils. Elle fit de moi une méchante qui avait abandonné un mari souffrant et une famille brisée. Ses larmes et ses histoires tristes gagnèrent rapidement la sympathie. Les gens commencèrent à cancaner. Chaque rumeur tournait autour de moi. Cela ne s'arrêta pas là. Elle alla voir nos anciens voisins, apportant des cadeaux et pleurant, leur demandant de dire du bien de Marco pour peindre l'image d'un mari pitoyable qui souffrait d'un amour excessif. Leur objectif était, bien sûr, de créer une pression publique pour que, devant le tribunal, je paraisse être la partie coupable et ainsi inverser la division des biens. C'était un jeu sale d'opinion publique, mais efficace pour ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Mais elle ne savait pas que tous ces mensonges avaient déjà été enregistrés. Le piège qu'elle avait elle-même tendu finirait par se refermer sur elle. Je n'étais pas en colère. Je riais et attendais ma contre-attaque. Je décidai de ne pas argumenter dans les médias mais d'utiliser la loi pour répondre. J'appelai mon avocat, Monsieur Gomez, et lui demandai de préparer 2 procès, l'un contre Madame Elena pour diffamation et l'autre contre Marco González pour détournement de fonds, exigeant le remboursement de près de 120 000 €, pas un centime de moins. L'avocat Gomez fut surpris que je décide de déposer une plainte au pénal, puisque j'avais gagné le divorce et que cela ne ferait que prolonger le désordre. Mais j'insistais sur le fait que je ne voulais pas seulement un divorce, mais justice, et forcer Marco à rendre des comptes devant la loi. Je demandai à l'avocat de préparer un bref communiqué de presse annonçant mes demandes contre Madame Elena et Marco ainsi que les accusations, et j'insistais sur le fait que toutes les preuves seraient présentées au tribunal. Andrea dit que c'était une décision intelligente de laisser la loi et la vérité parler d'elle-même. Comme prévu, à peine un jour plus tard, l'opinion publique se tourna contre la famille González. Les histoires de Donia Elena commencèrent à être remises en question lorsque tous deux furent poursuivis en justice. Sa mascarade s'effondra rapidement. Donia Elena paniqua, blâma Marco et le pressa de me retrouver pour retirer la plainte. Mais Marco ne pouvait rien faire. Ils étaient tombés dans leur propre piège. Ils ne s'attendaient pas à ce que mon silence soit une préparation. Je savais que ce n'était pas le coup final, mais je n'avais plus peur. J'avais la vérité, la loi et un allié inattendu qui se préparait également à agir. Tandis que la famille González s'effondrait, Catalina commença elle aussi à se battre. Après le choc de la trahison, elle décida de demander justice pour son fils. Lorsque la vérité de l'ADN éclata, elle se souvint de cette nuit où, en plus de Marco, il y avait un autre homme nommé Ricardo, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de qui était le père. Un rayon d'espoir apparut. Catalina chercha le numéro de Ricardo et l'appela. Après une certaine hésitation, elle lui raconta tout, la relation avec Marco, la rupture et les résultats du test d'ADN. Ricardo écouta en silence et ne posa des questions que sur le bébé. Lorsqu'il apprit que le bébé était prématuré, il réserva immédiatement un vol et dit qu'il venait voir son fils. De retour dans son village, d'un seul regard sur le bébé, Ricardo n'eut besoin d'aucune preuve. Tous les traits étaient les siens. Il serra l'enfant dans ses bras, s'excusa auprès de Catalina et promit de prendre soin d'eux deux. Les résultats du test d'ADN confirmèrent la parenté à 99%. Peu de temps après, Ricardo confronta Marco et Donia Elena. Il proclama que l'enfant était le sien et les avertit de ne plus causer de problème. Il insulta directement Marco, lui jeta de l'argent en compensation des dommages et lui dit de disparaître. Marco, dépouillé de toute dignité et de toute position, était paralysé. Mais la tragédie de la famille González ne s'arrêta pas là. J'arrivai sur place et déclarai froidement que tous les sentiments avaient pris fin le jour du divorce. Mon avocat exigea que Marco rembourse les près de 120 000 €, paie des dommages et intérêts et renonce à tous ses droits sur la propriété. Lorsque les preuves furent présentées, la défense de Marco ne put rien nier. Donia Elena pleura et supplia, mais je refusai catégoriquement. Je lui rappelai tout ce qu'il m'avait fait et insistai sur le fait que je laisserais la loi décider. Devant Marco, je déclarai que la femme faible d'hier était morte et que les larmes de Donia Elena n'avaient plus aucune valeur pour moi.
Je partis avec mes avocats sans me retourner, laissant Marco et Donia Elena se noyer dans leur désespoir. Après l'échec de la tentative de réconciliation, ils comprirent que toute résistance était inutile. Les preuves étaient accablantes. Mon avocat était excellent, et je n'étais plus la femme facilement manipulable. Il n'y avait pas d'autre issue. Ils passèrent aux supplications. Marco m'envoya à plusieurs reprises des messages de regret, mendiant une seconde chance en invoquant de vieux souvenirs pour essayer de m'émouvoir, mais je restais indifférente, renvoyant tout à mon avocat comme preuve supplémentaire. Voyant mon silence, Donia Elena vint à mon hôtel et s'agenouilla au milieu du hall pour créer une pression publique. Je demandai froidement à la direction de l'expulser, faute de quoi j'appellerais la police. Elle partit humiliée sous les regards de mépris. Cela ne s'arrêta pas là. Une nuit, Marco et Donia Elena s'agenouillèrent devant la porte de mon manoir pour demander pardon. J'étais au balcon, les regardant de haut sans aucune émotion. Ils s'agenouillaient non par repentir, mais parce qu'ils avaient tout perdu. Malgré la pluie battante, je les laissais là. C'était le prix pour 7 ans de ma jeunesse et de ma confiance. Ils étaient partis le lendemain matin. Je savais qu'ils avaient compris, les larmes d'un traître ne peuvent acheter le pardon. Ils avaient perdu cette partie. Et je savais aussi que pour en finir une fois pour toutes, je devais porter le coup final, un coup qui leur ferait comprendre que dès le début, ils n'avaient jamais eu une chance de gagner. Quelques jours avant l'audience finale, je demandai à l'avocat Gomez d'organiser une dernière rencontre avec Marco sans Donia Elena, sans son avocat, juste lui, moi et mon avocat dans une salle de conférence froide. Marco arriva à l'heure, l'air fatigué et vieilli. Je lui dis directement que cette conversation n'était pas une négociation, mais pour qu'il comprenne pourquoi il avait perdu. Je lui montrai un relevé d'un compte bancaire suisse à mon nom avec un solde de centaines de millions de dollars. Je lui expliquai calmement que les 15 millions d'euros de la vente de l'entreprise n'étaient que les bénéfices. Ma fortune entière se trouvait dans un fonds fiduciaire à l'étranger, quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Pendant 7 ans, l'argent que j'avais dépensé n'était qu'un appât que j'avais délibérément laissé. Marco s'effondra lorsqu'il réalisa qu'il ne s'était battu que pour des miettes et que tous ses plans avaient été sous mon contrôle dès le début. Lorsqu'il demanda pourquoi, je répondis que cela avait été un procès de 7 ans et qu'il avait échoué à cause de son avidité. Je le laissai avec ses sanglots de désespoir. Le coup final ne fut pas l'argent ou la loi, mais la vérité. L'audience finale fut rapide. Marco s'inclina et admit sa culpabilité. Il fut condamné à plusieurs années de prison. Ses complices reçurent également les peines correspondantes. La famille Gonzalez s'effondra complètement. Pour ma part, je ne cherchais ni la gloire ni les éloges. Cette victoire ne m'apporta qu'une chose, la paix. Toutes les dettes étaient réglées. Je fermais définitivement le chapitre sombre de ma vie. Mon nouveau travail est prenant mais gratifiant. Je connais et j'écoute des femmes qui ont subi des violences, des tromperies ou qui se sont senties perdues après un divorce. En elles, je me vois et je vois ma mère autrefois, alors je les accompagne non par pitié, mais par compréhension. J'utilise mon expérience amère pour leur montrer les pièges, pour leur redonner confiance et courage. En les voyant se relever, sourire et reprendre le contrôle de leur vie, j'ai compris que cela avait plus de valeur que n'importe quelle transaction de millions de dollars. J'ai rempli ma promesse de justice. J'ai aidé à rouvrir le dossier de Donia Rosa afin qu'elle puisse récupérer sa propriété et trouver la paix. Ensemble, nous avons planté des graines d'espoir pour d'autres femmes. Un après-midi, assise à côté de ma mère en regardant le coucher du soleil, j'ai réalisé que le bonheur était désormais la paix de vivre en étant fidèle à moi-même. Le passé était terminé, plus de peur ni de doute. Je suis sorti à la lumière, transformant la douleur en force, et ma vie a véritablement commencé un nouveau chapitre. Dans cette situation, l'argent n'était pas le but ultime mais un outil pour Isabella pour s'échapper du marécage de la trahison. Plus important encore, elle possédait la liberté de penser et la capacité. Pendant ces 7 années dans l'ombre, elle a discrètement enrichi ses connaissances, géré son propre empire financier et s'est créé une armure invisible. Cette histoire est un rappel aux femmes qu'elles ne devraient jamais confier la valeur entière de leur vie à une autre personne. L'amour peut être important, mais ce n'est pas tout. Gardez toujours votre propre travail, vos compétences et votre source de revenus, car c'est votre dignité, votre droit de choisir et votre propre voie. La leçon suivante est le pouvoir de l'intelligence et du calme. Choquée par la trahison, Isabella n'a ni crié ni lutté, mais a choisi le silence comme stratégie.
Elle a compris que celui qui perd son calme en premier perd la partie. Son silence calme et calculé est devenu la contre-attaque la plus puissante. Sa victoire n'est pas venue de la vengeance, mais de la justice. Quand tout le mal a été révélé, elle ne s'est pas réjouie mais a trouvé la paix. La justice libère les gens de la colère, tandis que la vengeance ne fait que nous emprisonner dans le passé. En fin de compte, Isabla a transformé sa douleur en force. Au lieu de s'arrêter et de profiter de sa richesse, elle a utilisé sa propre tragédie pour fonder la fondation El Rosal, apportant lumière et espoir à d'autres femmes perdues dans l'injustice et le désespoir. Ce fut la véritable renaissance à un niveau supérieur. La douleur ne l'a pas détruite, elle n'a pas fait d'elle une personne amère. Au contraire, elle l'a façonnée en une version d'elle-même meilleure, plus forte et, surtout, plus compatissante. Elle a utilisé les pierres qu'on lui a jetées pour construire un temple d'espoir. Chacun de nous, sur le chemin de la vie, porte des cicatrices, nos propres blessures, grandes ou petites. L'histoire d'Isabla est un rappel que nous ne devrions pas laisser ces cicatrices nous définir. Ne les laissez pas devenir une raison de fermer votre cœur et de vivre dans l'amertume. Considérez-les comme des leçons, comme des médailles de résilience, et si vous le pouvez, utilisez ces expériences douloureuses pour aider les autres, pour partager et pour répandre la compréhension et l'amour. Lorsque vous parvenez à transformer votre douleur personnelle en un bénéfice pour la communauté, c'est à ce moment-là que vous avez véritablement triomphé non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre le destin. C'est là tout le sens du mot renaissance. L'histoire d'Isabla est peut-être fictive, mais les leçons qu'elle contient sont très réelles et profondes. Si cette histoire vous a ému, si elle a allumé une flamme de dignité et de courage dans votre cœur, n'hésitez pas à soutenir les bonnes valeurs et la force des femmes extraordinaires.